Je vais introduire légèrement le thème parce que le vampire, c'est un personnage dont tout le monde parle, mais il faut savoir aussi d'où il vient. Donc initialement, on parle du vampire comme un buveur de sang, comme un personnage qui aurait transcendé la mort, donc un mort-vivant, un revenant. Et c'est aussi un personnage qu'on dit éternel, c'est-à-dire qu'il n'est pas invincible, il n'est pas immortel, mais il transcende les âges et vient jusqu'à nous, donc, à travers la littérature, le cinéma et plein d'autres supports. C'est un personnage qu'on a découvert dans la mythologie, qui est présent sur énormément de continents, dans énormément de civilisations. On en trouve aussi bien en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, toujours à travers des rites de sang ou des rites initiatiques. Et aujourd'hui, on va dire que les origines du vampire, telles qu'on le connaît dans sa forme classique, viennent de l'Europe de l'Est et du folklore populaire et des superstitions de cette partie-là du monde. Au Moyen-Âge, le vampire a souvent été associé à tout ce qui est épidémie, peste, rage, maladies diverses qu'on avait peut-être du mal à interpréter. C'est souvent aussi des gens qu'on a été enterrés prématurément, qu'on a qualifiés de vampires. Et finalement, et curieusement, c'est au XVIIIe siècle, lors du siècle des Lumières, qu'on arrive avec un personnage de nouveau vivace, dont on parle beaucoup, qui fait peur, alors qu'au final, on est dans un siècle où la pensée évolue et on essaye de s'éloigner des superstitions et de la religion. Donc je vais laisser parler Vanessa Terral. Vanessa est une ancienne de notre association, donc l'association Mélusine, et elle a aussi un passé de rôliste, puisqu'elle a fait partie de l'association Lotecia Lacrimae qui fait du jeu de rôle vampire, notamment du vampire Requiem. Et c'est par le biais de cette association qu'elle a eu l'idée de fonder un fanzine qui s'appelle le fanzine Étreinte, qui était un recueil de nouvelles basé sur les chroniques qui pouvaient exister à partir du jeu de rôle Requiem. Et elle a aussi fondé un peu plus tard un autre fanzine qui s'appelait Pénombre par le biais de l'association Transition. Donc elle œuvre beaucoup dans le milieu fantastique. Elle est elle-même auteure de nouvelles et de romans. Et en fait, elle va nous parler de toute la littérature vampirique qui s'est développée un petit peu au-delà de tout ça, de toutes les petites maisons d'édition qui existent et qui publient aujourd'hui des petites perles, et pour vous inciter à vous y intéresser et à les lire. Vanessa, c'est à toi. Bonjour. Tout le monde est réveillé? Donc je vais vous parler en fait uniquement d'auteurs français. Il y a un auteur parmi ceux-là qui est belge, si vous la reconnaissez, je vous donne un bonbon à la fin. Donc déjà, par rapport aux auteurs qu'on peut trouver aux États-Unis, globalement, on va trouver à peu près les mêmes structures, les mêmes genres. Il y en a toutefois qu'on n'aura pas en France, parce qu'il s'agit moins d'une problématique qu'on a dans notre pays. Notamment tout ce qui est figure du trader, du playboy, du cabinet d'avocats, cynique, sociopathe. Là, on peut penser à American Psycho. Ça, on n'aura pas trop dans notre littérature, c'est moins ce qui nous préoccupe en tant que Français. Et également, nous voyons plus l'aspect religieux comme une structure, une organisation, une sorte de grand pôle multinational, où on ramène ça à des pratiques et à une croyance qui tiennent du folklore. Alors que dans ce qu'on peut voir dans certaines séries américaines, ou romans américains, il s'agit davantage d'une morale qui est intégrée à l'intérieur du récit. Donc, encore une fois, on peut citer l'exemple de Twilight, où là, la morale est foncièrement intégrée, bien que le terme mormon n'est jamais cité, on voit que c'est inspiré, écrit et insufflé vraiment par cette spiritualité.
Et aussi, on a assez peu de romans de terreur pure. Ça peut être un mélange de social et de terreur, mais on n'a pas franchement de grosses prédispositions pour juste la terreur, comme 13 balles dans la peau de David Wellington, qui est une excellente série, si vous l'avez pas lu, avec des vrais vampires méchants. Donc, en revanche, on retrouve assez bien les vampires en tant exacerbation des rêves et des fantasmes de notre société, avec tout ce qui est beauté éternelle, jeunesse éternelle, préoccupation de l'apparence, l'agressivité également, aussi cette part d'autres. On peut penser à tout ce qui est l'image, on va dire, un peu facile et cliché des jeunes de banlieue, qui sont un peu agressifs et qu'on classifie comme étant l'autre. Et la soif de sang, qu'on retrouve aussi sous la métaphore du patronat, voire de l'ancienne noblesse ou de l'ancienne aristocratie, qui préoccupe encore notre bon pays bien révolutionnaire, franchement en la tête. En revanche, il y a quelque chose qui recommence à apparaître, en tout cas dans les derniers livres, dans un des derniers livres que j'ai lu, j'ai constaté, ce qui me fait assez plaisir, c'est le rapport à la mort. C'est-à-dire que ces derniers temps, ça a été plutôt évacué. Notre société cache ses morts. Je ne vais pas vous faire tout le discours pseudo, psychologue, etc., qui dit qu'on se détourne de la vieillesse parce qu'en fait on a peur de la mort, etc. Mais effectivement, le vampire est un être mort qui est foncièrement mort revenu à la vie et qui, quelque part, l'incarne au quotidien. Et cela a été pas mal évacué au fur et à mesure qu'il devenait un tabou dans notre société. Donc là, maintenant que je vous ai fait un petit topo thématique, on va entrer dans les œuvres elles-mêmes. On va commencer avec le top 1 des chroniques d'Estrige de Lycan, qui s'appelle Les Machtu. C'est un roman très intéressant d'ailleurs. J'ai demandé à l'auteur d'expliquer pourquoi elle a voulu l'écrire. Je vous lirai sa réponse à la fin. Il suit, alors déjà, les vampires, là justement, les vampires ne sont pas morts. C'est-à-dire que, un peu comme... j'ai un point de mémoire sur ce film... Underworld, voilà. Un peu comme dans Underworld, où en fait les vampires ne sont pas morts, ils peuvent avoir des enfants, quand on les met dans l'eau, ils se noient, etc. Il s'agit d'une race à part, qui est prédatrice des humains, mais qui en même temps avec une part d'humanité. Et là, on arrive à un moment dans l'histoire, c'est l'histoire actuelle en fait, c'est un peu comme Harry Potter, c'est un peu décalé. D'ailleurs, ça se passe dans une école, c'est un roman plutôt pour adolescents, mais en tant qu'adulte, j'ai adoré lire. Et on se retrouve avec un voïvode, non, oui, si, voïvode, qui est donc un prince, d'ailleurs c'est le terme romain pour prince, qui est le dernier voïvode de l'espèce d'Estrige, qui est le nom générique pour tous les vampires, et qui incarne l'espoir, ce jeune adolescent, car en fait on peut pervertir les voïvodes en leur faisant toucher l'état de bestialité du vampire, auquel cas ils ne peuvent pas faire marche arrière. Et en fait tout le roman va être ce jeune homme qui se retrouve un peu dans un monde, encore une fois passant Harry Potter tout en ayant un passé très lourd car il était parqué dans des camps. On parlait tout à l'heure de la Shoah, on retrouve un petit peu cette image en arrière-plan. Mais il va tenter de vivre une adolescence normale en étant un des rares striges encore plus ou moins intégré à la société humaine. Il va se trouver une petite copine humaine, il va essayer de lutter contre la bestialité qui fait qu'au moment de l'acte sexuel, il a envie de prendre du sang, ce qui le transformerait, ce qui le ferait basculer tout à fait dans la monstruosité et l'ôterait de tout espoir d'appartenir à l'humanité. Donc on retrouve voilà, ce côté, ils sont les autres, à quel point est-ce qu'ils sont les autres? Les ennemis de ces vampires sont à la fois d'autres vampires qui eux sont dans la bestialité, et à la fois des humains qui n'acceptent pas que cette race étrangère, cette race prédatrice par nature au style de l'humain et foncièrement vicieuse, puisse les côtoyer et être de bons voisins. On retrouve là-dedans un petit peu voilà, une image de notre société, une réflexion sur l'altérité des gens qu'on croise dans la rue tous les jours en fait. Voilà, juste un dernier petit mot, ça c'est une annonce en avant-première. Lycan m'a dit que le tome 2 des Chroniques d'Estrige sortirait pour les Imaginales. Donc si vous allez au salon des Imaginales, c'est fin mai à Épinal, vous aurez en avant-première le tome 2 de sa série.
Et donc l'ICAM a fait énormément de recherches, notamment dans les termes qu'elle utilise. Il y a voïvode, donc le prince, les Nosferatu, Strigoi, les Striges. Et on retrouve cet esprit de recherche dans l'œuvre de Jean-Christophe Chaumette, qui a écrit Le Dieu vampire depuis quelque temps déjà. Et qui, pour écrire ce livre, il allait chercher l'ordre du dragon. En fait, le terme de Dracula vient du fait que ça m'embête un peu d'en parler parce qu'il y en a qui s'y connaissent beaucoup plus que moi. Mais bon, tant est qu'en fait, à un moment donné, cette lignée a rejoint l'ordre du dragon. C'est pour ça, entre autres, qu'on les a appelés Dracula. Et Jean-Christophe Chaumette est allé chercher cette société secrète pour la mettre dans son œuvre qui se passe de nos jours, mais avec ce fond de société secrète qui embrasse tout ça, qui fait qu'on se retrouve avec des sortes de complots un petit peu, et avec une fin légèrement science-fiction, mais très légèrement, je vous laisserai découvrir pourquoi. Après, dans une sorte de retour aux sources, mais pas aussi lointaine que la période slave, que les origines slaves, nous avons, désolé pour mon accent, Even Dead Things Feel Your Love, ce qui veut dire grosso modo, même les choses mortes sentent ton amour, qui vient de sortir aux éditions du Chat Noir. C'est un livre de Mathieu Guibé, et qui, en fait, dans son livre, arrive à faire cohabiter deux créatures qui se sont partagées la littérature fantastique du XIXe siècle, le vampire et le revenant. Donc le vampire, également, voilà, il y a toutes les références Polidori, le fameux, c'est plutôt marqué, je pense, au début du XIXe. Et après, avec la culture du spiritisme, avec toute cette approche qu'on a eue, c'est plutôt les revenants qui sont arrivés. Et Mathieu Guibé, en plaçant son intrigue à l'époque victorienne à Londres, a réussi à faire se mêler cette figure de vampire, qui est le héros, qui est Lord Scarswillow, un personnage très dans le genre justement du vampire de Polidori. C'est un noble un peu étrange qui à la fois attire l'admiration, l'envie, et en même temps on sent qu'il a quelque chose de louche. Et un personnage de jeune femme qui... Bon, bougez-vous les oreilles, je vais un peu spoiler. C'est un personnage en fait à qui il voit cette jeune femme donner son amour à un être, à une créature en train de mourir, à un jeune renard en train de mourir. Et voyons en fait à quel point on peut partir tranquillement, on peut passer du vivant, de l'état de vivant à l'état de décédé, de façon tranquille, entouré de cet amour, va tomber amoureux de cette femme, qu'il acceptera dans le fait qu'il est vampire, et au moment en fait où, c'est là le vrai spoiler, au moment où il va pour la transformer, il est interrompu et cette jeune femme décède. Et on trouve à partir de là, c'est à peu près le premier quart ou premier tiers du roman, cette histoire de relation entre cet être extrêmement charnel. Et c'est ce qu'a voulu faire Mathieu d'ailleurs. Quand je lui ai demandé, il m'a expliqué qu'il voulait montrer à la fois cette distance et cette tension, et ce qui peut rapprocher un être totalement qu'on ne peut toucher en fait, totalement immatériel qui est le fantôme, et cet être extrêmement charnel qui est le vampire, qui aime la vie, qui aime le toucher et les sensations, au point de revenir des morts pour la poursuivre. Et donc, comme je vous disais au tout début, la plupart du temps, la mort est évacuée des œuvres de vampires, alors que pourtant c'est un mort lui-même, alors que là, au contraire, Mathieu a tenu à ce qu'elle soit présente. Entre autres, quand vous lisez la dédicace au début du roman, on comprend qu'il a dédié ce roman à une personne qui est décédée en fait. Et je pense que c'est un petit peu cette émotion qu'il a voulu transmettre, qu'on sent à travers tout ce roman. Donc il s'agit de Even Dead Things Feel Your Love aux éditions du Chat Noir. Une série cette fois-ci assez intéressante d'Ambre Dubois qui s'appelle Les Soupirs de Londres aux éditions du Petit Capot, où là c'est un peu plus enjoué. Là je vous ai un peu plombé au niveau moral avec le roman précédent. Là il s'agit des aventures d'une plus si jeune que ça vampire qui était sorcière de son temps d'humaine et qui a gardé quelques pouvoirs. Donc on se retrouve à Londres avec une communauté de vampires. On trouve à nouveau cette idée de chacun est différent, mais on doit tous composer les uns avec les autres, car en fait ils sont tous sous la protection d'un prince qui est plus puissant, et chacun vient d'endroits différents, chacun a été transformé pour des raisons différentes, et chacun est ici soit par sa propre volonté, soit parce que le prince de la cité de Londres est en quelque sorte leur chaperon, ce qui est le cas, on ne sait pas encore, on n'a pas encore publié son dernier tome, mais ce qui est le cas de l'héroïne.
Et donc voilà, cette fois-ci on est plus dans une ambiance un peu pulp, alors pas franchement pulp, je vous en parlerai un peu plus tard des récits franchement pulp, du style Jeanne d'Arc contre le maître des vampires. Ça arrive, et oui ça existe, et c'est pensé. Voilà. Mais on est plus dans un récit, ça se passe bien, il y a de la magie, il y a des petits clins d'œil un petit peu à tout ce qui est folklore de Jack l'Éventreur. Ça se lit très bien, c'est très sympa. Voilà, on retrouve cette idée du vampire essentiellement égocentrique, puisque le seul vampire qui tente vraiment d'aider les autres, qui est le petit dernier de la famille, je ne peux pas vraiment dire ça en fait, du groupuscule, lorsqu'il va tenter d'aider l'héroïne parce qu'il l'aime bien, va se retrouver supplicié en fait, tout simplement, torturé, tout ça, et sujet d'expérience. Et donc il ne fait pas de bon chez les vampires de penser à autrui. Le vampire est mieux un égocentrique. Pour rester dans l'humour qui mêle l'aventure, nous avons deux titres en particulier, La Maison de Londres de Lydie Blaiseau, qui est moins inscrit dans le surnaturel, les enquêtes de magie que les soupirs de Londres. Ah oui, ça ne va pas confondre La Maison de Londres et les soupirs de Londres, qui était celle d'avant. Et qui se passe également à l'époque victorienne. Voilà, ça se lit facilement, c'est enlevé, c'est plutôt sympa. Et les nécrophiles anonymes. Oui, lorsqu'on aime un vampire, on aime un mort. Dont le premier tome est Quadruple assassinat dans la rue de la Morgue. C'est un livre de Cécile Duquesne publié aux éditions Voyelles. Oui, le jeu de mots également. Et donc on a toujours cet humour dans une ambiance un peu de siècle passé. On ne sait pas trop quand est-ce que ça se déroule, mais comme il y a énormément de clins d'œil à la littérature du XIXe siècle, notamment les fans de L'Île au Trésor seront ravis. On peut se douter que ça se passe plutôt à cette époque-là. Et on retrouve une légère subversion au niveau de cette société. On parlait tout à l'heure du vampire aussi comme symbole de libération, enfin d'une autre sexualité, dans le fait que le héros, Nepomucène, ressent une attirance pour le vampire principal de cette œuvre qui s'appelle Bob. Voilà. Je vous ai dit, c'est de l'humour aussi. Hein. Et en fait, durant en tout cas une bonne partie de l'œuvre, enfin bon, je ne peux pas trop révéler juste à quel point, mais pour Nepomucène, cette attirance, ah non, mais je sais que cette attirance est uniquement due au charisme surnaturel de Bob. Ah oui, non, ça ne peut pas être autre chose. D'ailleurs, j'aime bien cette femme avec de gros seins, parce que Bob, non, vraiment. Tout en étant très dans le style un petit peu siècle passé, enfin, c'est à découvrir, c'est assez sympa, et il me semble que le pub est disponible chez Brajon, d'ailleurs. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, au niveau de tout ce qui est noblesse, aristocratie déchue, nous avons les loups de Kharkov d'Alexis Lorenz, où il s'agit donc en fait d'une enquête policière avec des meurtres qui se passent en région parisienne. Et en fait, là encore je vous dévoile un petit peu, mais bon, on ne sait pas trop, même jusqu'à la fin, on ne sait pas trop si la famille aristocratique qui vient de l'étranger, qui a été chassée, et donc qui là s'est réfugiée en France, sont des vampires, ou s'il s'agit d'une sorte de folie provoquée peut-être par la consanguinité qui arrive généralement dans ces cas-là. Parce que le sang bleu, évidemment, chaque petit quand même, ça s'appauvrit. Donc voilà, il s'agit cette fois-ci d'une critique contre l'aristocratie. En tout cas, on retrouve ces personnages contestés. Ouais, celui-là, je crois que je vais vous sauter parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Sinon, excusez-moi un instant. Donc, au niveau du culte de la beauté et de la jeunesse, il y a plusieurs romans et plusieurs séries qui peuvent correspondre à de la romance paranormale. Notamment les deux séries de Cecilia Correia, publiées aux éditions Rebelles, qui sont La Guilde de Nod et Aliêtre Noir, chacune étant dans un univers extrêmement différent. La Guilde de Nod, il y a 4 ou 5 races de vampires avec des capacités très définies, une mythologie hébraïque par derrière sur le pourquoi des vampires, pourquoi ils ont été créés. Alors que Aliêtre Noir se passe lors de
Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, c'est bien ça. Ou encore, nous avons les Chroniques de Susili, qui est publié aux éditions Rivière Blanche de Cathy Koopman. Et pour faire le parallèle avec les littératures du 19e siècle, je trouvais ça assez amusant, en définitive, en faisant mes 2-3 petites recherches avant cette conférence, de voir qu'au 19e siècle, il y avait grosso modo des gros types de vampires, dont les types des mortes amoureuses, où les femmes reviennent à la vie pour prendre l'époux, enfin, ou l'être aimé en tout cas, ou l'être justement qu'elles n'ont pas pu épouser de leur vie. Alors qu'ici, en fait, dans notre bon 21e siècle, nous avons des morts désirables. C'est-à-dire que, en fait, c'est une sorte de miroir un peu perverti où la femme ne va plus chercher au-delà de la mort son homme, mais où l'homme, en fait, va chercher sa femme, qu'il a choisie parmi les humaines parce que c'est une petite chose fragile qu'il faut protéger. Excusez-moi, c'est un peu exagéré, mais c'est quand même un peu ça. On trouve un peu cette inversion qui... Avant, la morte amoureuse, c'était peut-être plus qu'une femme était un être démoniaque, comme nous l'enseigne la Bible d'ailleurs, avec la Genèse. J'exagère un peu. Hein. C'est la Kabbale plutôt. La Kabbale, merci. Et... Ah oui, alors que là, en fait, la femme est un peu cet être innocent, cet agneau qu'il faut protéger et que l'homme, en fait, sous le trait du vampire, va pervertir. Ou en tout cas, tirer dans son monde. Mais en plus du fait qu'il s'agit de romance paranormale, encore une fois, en tout cas pour les Français, on a tendance, après je ne connais pas encore assez bien toute la littérature anglo-saxonne, je lis très peu en anglais, on a tendance à bien aller chercher des petites choses mythologiques. Donc dans la tradition hébraïque, avec Caïn en tant que créateur des vampires, ça c'est pour la Bible de Denode, et c'est un spoiler, c'est pas grave. Et avec toute une cosmogonie qui n'est pas sans rappeler celle du jeu de rôle Vampire à Mascarade. Et pour les Chroniques de Susili, on peut même y voir en fait, alors est-ce que c'est conscient ou pas de l'auteur, je ne sais pas, mais un rapport avec ce passage d'Homère quand Ulysse va voir les morts et en leur donnant du sang de bélier et de brebis noires, leur fait remonter en eux le souvenir de leur vivant. En fait, lorsque les vampires se réveillent, chez Cathy Koopman, ils ont totalement oublié leur passé. Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont ingérer du sang et compléter leur transformation en vampire, qu'ils vont avoir des bribes de leur passé d'humain qui vont leur revenir. Donc c'est assez intéressant de voir que même dans ces littératures de loisirs et de divertissement, parce qu'il en faut aussi dans la vie, on trouve quand même des touches comme ça de mythologie et de choses assez anciennes finalement. Donc on trouve aussi, c'est là où on arrive à Jeanne d'Arc contre le maître des vampires. Je suis sûre que vous l'attendiez celui-là. On trouve aussi, donc je vous disais que le vampire était la figure de l'autre. Il peut être aussi la figure d'une réelle et totale altérité. Ça a été le cas dans les quelques fois où Lovecraft s'attaquait au mythe du vampire. Lovecraft qui est très fort pour faire ça, évidemment. Et donc, dans Jeanne d'Arc contre le maître des vampires, c'est quelque chose d'assez récent, c'est publié au Carnoplast, qui est une petite maison d'édition qui publie en fait des romans fascicules inspirés de l'esthétique et du esthétique autant visuelle que écriture de la première moitié du XXe siècle, avec un âge d'or dans les années 1920-1930. Mais c'est écrit par des gens de nos jours. D'ailleurs, ce Jeanne d'Arc contre le maître des vampires est écrit par Robert Darvel, j'espère. Et c'est ça. Oui, merci. Et donc on trouve cette fois-ci un maître vampire qui a des pouvoirs psychiques. Mais lorsque Jeanne d'Arc enfin arrive à se retrouver face au vampire, elle voit déjà qu'il n'a absolument rien d'humain et d'autant moins humain qu'il n'est pas terrien. C'est-à-dire que les vampires viennent de Mars. C'est pas totalement... Alors encore une fois, ça a l'air totalement délirant.
Ça a l'air totalement pulp, mais au final, on retrouve des racines assez travaillées, puisque des vampires martiens, on en voyait dans le roman de Gustave Le Rouge, Le prisonnier de la planète Mars, qui est un roman qui date de 1908. Et cette histoire de Jeanne d'Arc qui a échappé au bûcher, c'est en fait une sorte de légende urbaine, alors évidemment c'est pas le terme de l'époque, mais il y a eu des racontards, enfin des histoires comme quoi en fait Jeanne d'Arc aurait été échangée dans sa prison et qu'on aurait mis une autre jeune fille pour sauver la pucelle, et c'est une autre jeune fille qui aurait été brûlée. Et en fait ce premier fascicule de Jeanne d'Arc contre Maître des vampires se base sur, à la fois sur ce roman, donc Le prisonnier de la planète Mars, enfin, en tout cas sur cette idée-là, et sur l'échange des Jeanne d'Arc, enfin, l'échange des Jeannes dans la prison. Après, pour faire court, je vous citerai deux romans, un roman et une série qui sont très ancrés en fait, dans l'esthétisme de l'écriture, où on trouve en fait limite chaque phrase est ciselée, et je trouve ça assez intéressant dans le sens où on touche à cette espèce d'immuabilité. Oula, je ne vais pas réussir à dire le mot. Le fait d'être immuable. Immuabilité, voilà. Merci beaucoup. Du vampire à l'intérieur même du fait d'écrire. Parce que c'est figé, c'est ainsi. Pour l'auteur, c'est la forme absolument définie et absolument parfaite du texte. Et de même que le vampire est immuable, de même cette œuvre est destinée à être figée et ainsi. Après, c'est sympa à lire, hein, je voulais dire. Donc il s'agit de Lettres aux ténèbres de Charlotte Bousquet et de la série Les Larmes rouges de Georgia Caldera, dont le premier tome s'appelle Réminiscence, qui est sorti en premier temps aux éditions du Chat Noir et qui a été repris par J'ai lu. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il ressortira chez J'ai lu, du coup. Et là, ce sont vraiment des livres à lire où le vampire est traité comme figure esthétique, figure philosophique également, avec, c'est des romans à mystère, très dans le symbolique, avec limite un peu quelque chose d'alchimique en fait, surtout pour les Lettres aux ténèbres de Charlotte Bousquet, c'est avec la figure du Sphinx qui hante l'écriture de Charlotte, enfin c'est assez intéressant à lire. Ça se lit pas dans le métro, hein. Enfin je veux dire, c'est quelque chose quand même qui demande réflexion quand vous le lisez, surtout encore une fois Lettres aux ténèbres de Charlotte Bousquet. Je vais terminer sur un dernier thème qui est le vampire dans l'anticipation et la science-fiction. Parce que finalement, la figure du vampire, qui est quelque part cet être qui survit à tout et qui survit en mangeant de tout, du rat de Anne Rice au grizzly de Twilight, cette figure se marie assez bien avec les romans post-apo, anticipation, où le monde est en train de s'effondrer sur lui-même. Dans ce genre-là, nous avons le roman Homo vampiriste de Fabien Clavel, qui est fait sur un fond de complot, de groupuscules terroristes. C'est très rythmé, c'est un univers qui se tient, c'est plutôt de nos jours, dans une vision assez pessimiste. Et Fabien Clavel donne cette particularité au vampire qui ne possède pas de pouvoir propre à chacun, et chacun va avoir un peu son petit pôle, enfin son petit groupe de pouvoir. Notamment le fait de créer d'autres vampires. C'est juste certains vampires qui vont avoir ce pouvoir-là. Donc voilà, ça diffère un petit peu là-dessus. Où finalement on retrouve encore ce côté égocentrique, c'est-à-dire le vampire est individu. Et nous avons Désolation, le dernier vampire de Jean Vigne, aux éditions du Petit Caveau, qui est cette fois-ci vraiment la première partie du roman est plutôt une enquête, plutôt un polar. La deuxième partie du roman est vraiment post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'un météore en fait va percuter la Terre et provoquer une espèce d'énorme hiver avec toutes les particules qui sont dans l'air, et l'humanité s'est réfugiée dans des dômes ou à l'intérieur de souterrains déjà construits comme les métros. Et à côté de ça, une scientifique va essayer de trouver un moyen de faire muter l'humanité pour qu'elle corresponde à ce monde, et cela va entrer en conflit avec la race vampirique, et notamment avec en fait le tout dernier vampire, car l'histoire est vue à travers les yeux de cet ultime vampire qui regarde cette humanité en train de s'adapter, en train de muter face à un monde qui est dans un bouleversement comme il en a peu connu avant cela. Voilà. Donc là j'ai fait grosso modo le tour de quelques œuvres marquantes. J'ai demandé à certains des auteurs que je vous ai cités de me dire pourquoi est-ce qu'il a voulu écrire sur le vampire. Vous voyez un peu pourquoi les auteurs français s'y intéressent également.
Donc, dans le cadre de Fabien Clavel, Homo Vauqueris, il a en fait voulu écrire sur les vampires en tant qu'exercice de style. Il y a quelques temps, c'était vraiment mêler la SF et le vampirisme. Et avec l'arrivée de la Big League, il a décidé d'écrire Le Miroir aux vampires, une série pour adolescents. Et vraiment pour lui, c'est voir comment est-ce qu'il arrive à adapter sa propre façon d'écrire, son style assez dynamique, assez punchy, et assez série, assez télévisuel en fait, à ces différents courants qui apparaissent. Et il est aussi un grand fan de Buffy, Mathieu. De Buffy. Donc Cathy Koopman, en fait, l'auteur des Chroniques de Suzy, a voulu quelque part vivre son fantasme par la plume. C'est-à-dire qu'elle a toujours eu ce rêve fou de vivre pour l'éternel, enfin de vivre en tout cas plusieurs siècles afin de voir la société changer. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. De vivre le plus longtemps possible pour voir quelles sont les mutations qu'on va connaître et comment l'histoire va se faire. Et c'est pour ça qu'elle a voulu écrire sur la figure du vampire. Donc Ambre Duvois est fascinée par le vampire depuis ses études, et même un peu en dessous, même depuis qu'elle est lycéenne. Et à l'époque, en fait, le vampire n'était pas très coté en littérature. Elle a commencé à écrire pour faire partager sa passion du vampire, pour écrire en fait les livres qu'elle n'arrivait pas à trouver et voir si elle ne pouvait pas un peu ramener cette figure-là dans la littérature francophone alors qu'elle n'en trouvait pas. Alors je ne sais pas si c'est grâce à elle, mais en ce moment c'est bon, on en a plein des vampires, donc Ambre est contente. Mais Ambre continue à écrire sur les vampires, toujours. Et enfin. Et nous avons Mathieu Guibé, donc je vous ai dit tout à l'heure, qui était avant tout à la fois un hommage pour une personne disparue et un travail sur la distance et le manque de contact entre deux figures, une très matérielle et une très évanescente. Et je vous ai dit que je vous lirais le texte de l'ICAM, mais vous êtes peut-être un peu trop fatigué pour ça, ou je vous le dis quand même? Ouais, j'en vois une qui est fatiguée là. Ouais. Écoutez, ouais. S'il y a quelqu'un qui le réclame. Bon, pour dire rapidement, voilà, vous voulez travailler sur l'intolérance, les difficultés d'intégration, et vous donner visage humain à un monstre, et pour cela, trouver que la figure du vampire, justement, en étant à la fois l'autre, mais également le prédateur de l'être humain, et un prédateur en toute conscience et en toute intelligence, ce que n'est pas forcément la figure du loup-garou, permettait de toucher cette surhumanité, cette vision un peu déformée de l'humain, le loup de l'humain, en tout cas, suceur de sang de l'humain. Et elle voulait aussi parler à la fois de religion et de science, car les deux points de vue, qui pourtant sont diamétralement opposés, ont servi à la mettre à l'écart. Et ça, on encore trop souvent dans ce but. Et quand vous lirez son œuvre, vous verrez qu'effectivement, ils peuvent inviter à avoir des points de vue, soit de l'un, soit de l'autre. Je suis en train de m'emmêler sans lien. Et enfin, oui, elle a voulu aussi se pencher sur la figure du Strigoi, qui est plus qu'un buveur de sang démoniaque, pour son côté fatalité qui vous tombe sur le coin de la tête. C'est-à-dire que chez les Roumains, Strigoi, ça va être quelqu'un qui est dans la marginalité. Ça peut être autant le 7e fils du 7e fils, ce qu'on dira chez d'autres sorciers, chez d'autres peuples sorciers, qu'un enfant décoiffé, un enfant roux, qu'un enfant qui... désolée pour ceux de l'assistance. Je vous aime bien. qu'un enfant qui naît avec des dents tout à fait. Aussi des personnes qui font des métiers un peu à l'écart, forgerons, bergers, je pense, toutes ces personnes de la marginalité qui, encore une fois, on retombe sur ce thème de l'autre que la société met à côté, mais qui aimerait bien s'intégrer, et en même temps de la peur que cela crée, de la peur et de la violence que cela crée chez l'être rejeté, puisqu'on lui cause du tort quelque part en mettant à l'écart. Enfin, quelque part, on lui cause du tort en mettant à l'écart. Oui, franchement. Et donc, elle finissait en disant que le côté gothico-romantique du vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui dans la littérature actuelle, en sortant à la bêtise, ne l'intéressait pas pour ce qu'elle avait en tête. Ce qui me permet de parler des motivations des auteurs qui ont écrit par rapport à la biclite. Donc,
Morgane en a parlé tout à l'heure, qui a un peu écrit en réaction en fait à la Biclite et en hommage à certains livres et à certaines séries qu'elle avait lues. Et moi-même, en fait, j'écris de la Biclite. J'écris de la Biclite, il faut le dire déjà. Mais j'écris de la Biclite parce que je suis une fan de la, je vais dire, la première génération de la Biclite. C'est-à-dire quand Milady a commencé à publier de la Biclite, c'était tout autant des séries comme Mercy Thompson, Kate Daniels, des séries où en fait la romance passait plutôt au second plan, que des séries comme Les Sœurs de la Lune ou Jazz Sparks, où là on avait un côté romance extrêmement présent. Et je voulais montrer que quand on disait Biclite, c'était pas justement l'image de la romance, c'était pas, enfin, il n'y avait pas que l'image de la romance paranormale, qui est un aspect de la Biclite, mais qui n'est pas toute la Biclite. C'était pas cette image de Twilight, comme l'a dit Alice tout à l'heure. Je suis désolée. On a dit Alice tout à l'heure, Twilight, c'est pas franchement de la Biclite. Enfin, pas du tout. Voilà, Je ne sais pas chercher, hein, ça n'est pas. à moi de penser qu'en fait Bella était tellement retorse qu'elle a réussi à manipuler de bout en bout tous les vampires, parce qu'à la fin elle obtient ce qu'elle veut, elle est mariée, les vampires, hein, elle a un enfant. Donc à moi d'imaginer qu'en fait elle est totalement retorse et qu'elle a super bien manipulé tout le monde. Ah si, elle a manipulé tout le monde, ça on est bien d'accord, mais pour moi c'est pas de la Biclite parce que il y a un aspect... en même temps il y a de la Biclite dans Young Adult quand même, mais pour moi ça en est pas. Voilà. Donc oui, donc voilà, j'ai écrit un rapport à la Biclite, mais plutôt justement pour montrer aux gens qui me disaient ouais mais la Biclite et tout, c'est n'importe quoi. Mais non, il y a de la Biclite où il y a de la recherche mythologique et légendaire. Encore une fois, je vais citer mes deux séries préférées, Kate Daniels, qui va chercher dans plusieurs mythologies celtiques, en Asie, je ne me souviens plus du nom de la mythologie, mais elle va chercher les Ashura et tout ça. Et de Mercy Thompson, qui va à la fois puiser dans la mythologie amérindienne, à la fois puiser dans tout ce qui est fait, donc les mythologies celtiques, et en même temps dans son dernier roman paru en français, qui est même d'ailleurs le dernier roman, je crois. Non. Sinon, c'est une Non, il y en a un nouveau qui vient de sortir avant-hier. Oh, punaise. À 2 jours près, j'étais dans le dans la marque du fleuve, qui est très très empreinte de chamanisme. Donc elle touche vraiment à plein de choses, elle s'est extrêmement renseignée, comme elle le cite souvent en anecdote, Patricia Briggs a demandé à son mari de fondre une balle en argent pour prouver aux lecteurs qui lui ont écrit qu'on ne pouvait pas faire, que si les balles en argent, on peut en faire une et tirer avec. Elle l'a fait avec son mari. Voilà. Elle n'a pas tiré son mari. Le mari de Patricia Briggs est un homme très charmant. Dans le bon sens du terme. Oui. Donc voilà, en fait j'ai voulu écrire, et je continue à écrire de la Biclite pour ça, pour montrer que il y a aussi cet esprit, les filles en ont, et on se renseigne, et c'est pas la nana qui s'est dit allez je vais faire une amourette entre une jeune femme et un beau chevalier vampire, c'est pas que ça, enfin c'est même pas ça normalement, c'est rarement ça. Et mon autre raison, du coup, je parle après de moi, pour écrire sur les vampires et de se rapprocher en fait des racines slaves, c'est-à-dire moi en tant qu'auteur, j'aime beaucoup écrire à partir des, justement, en faisant des recherches de mythologie, légendaire et ainsi de suite. Et dans la novella feuilleton que j'écris actuellement, qui s'appelle 5 pas sous terre, et qui sort le mois prochain, le premier épisode le mois prochain aux éditions du Petit Caveau, en format numérique. Pour ça, je suis allée chercher dans les figures en fait de mastiqueurs de linceul. Il existe une légende qui dit que dans certains cimetières on entend mâcher les morts, et en fait il s'agit de vampires qui en mâchant leur linceul absorbent l'énergie vitale de leurs proches. Et on a même des histoires où toute une cité mourait à petit feu de maladie ou autre, parce qu'il y avait un vampire mastiqueur de linceul qui était en train de dévorer l'énergie de ces personnes. Et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher aux racines des créatures, aux racines des figures qui ne sont pas venues aujourd'hui, et de réussir à prendre cette petite chose et de la ramener dans le monde actuel, car j'écris au niveau du monde, dans un univers totalement contemporain. Et pour revenir sur
Ah oui, et aussi en réaction à ce que je disais tout à l'heure, qui est cette suppression en fait de la mort dans les récits vampiristes, qui me semble totalement paradoxal, mais qui est. Il y a très peu de récits où en fait on s'attarde sur la mort. C'est plutôt, ah oui, il y a une victime de vampire, ça y est, hop, c'est écarté. C'est un peu le verre de soda, c'est mis dans un coin. Et on n'entre pas dans l'aspect spirituel et dans l'aspect folklorique de la mort. Et donc, pour revenir à la bitlite, je vais un peu lancer le débat. C'est-à-dire que pour moi, la bitlite, c'était un endroit où on trouvait des romans ou des séries qui appartenaient soit à la romance paranormale, soit à l'urban fantasy aux États-Unis, puisque comme Alice a dit tout à l'heure, aux États-Unis, il n'y a pas de rayon bitlite. Et en France, on a ramené des livres, soit de ces deux genres-là, urban fantasy ou romance paranormale. Et en fait, on a pris certaines de ces œuvres qui avaient des codes en commun, et à partir de ces codes en commun, on en a fait de la bitlite. Notamment, effectivement, une héroïne forte, une sorte de woman power, voilà, de filles. C'est d'autres. Mais en fait, donc ça c'est ce que j'appelle la bitlite de première génération. Et en fait, j'ai vu que dernièrement, il y avait 2-3 séries qui avaient été abandonnées, notamment Kate Daniels et Le Sang du Rock, qui justement étaient pour moi plus de l'urban fantasy que la paranormal romance. Et ma question en tant que fan de lectrice, c'est est-ce qu'on se dirige vers plutôt des récits de romance paranormale, et est-ce qu'on évacue un petit peu tout ce qui est urban fantasy à l'intérieur de la bitlite elle-même? Et là-dessus, je rends la parole à Anouk. Merci beaucoup.